Vient de donner une base légale à la transition vers le numérique au Burkina. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité des élus le texte de loi portant réglementation de la radiodiffusion sonore et télévisuelle numérique de terre. Le maire de Ouagadougou veut assainir le milieu des bars, restaurants, buvettes et autres activités assimilées. Marin Kazimi Ilboudo a eu une rencontre d'échange d'informations avec les acteurs du domaine autour de la réglementation en vigueur. La France réaffirme sa position sur la tenue d'une présidentielle au Mali. Le ministre français des Affaires étrangères, qui a été reçu par le président malien Dioncounda Traoré, a évoqué le sujet avec beaucoup d'optimisme. Ce sont les titres de cette édition de l'actualité sur la télévision de Burkina. Bienvenue à tous et merci de votre attention. Nous ouvrons ce journal par le carnet d'audience du Premier ministre. Le chef du gouvernement a reçu cet après-midi le secrétaire d'État suisse aux Affaires étrangères, Jean-Luc Adolphe Thiaw et Yves Rossier ont parlé coopération, formation professionnelle ainsi d'un projet d'aide budgétaire en vue au profit du Burkina Faso. Écoutons les propos du diplomate suisse au micro de Abdoul Rasmane Zongo. Il y a plusieurs choses. D'abord, toute l'étendue de notre coopération qui fonctionne très bien. Nous sommes très contents. Puis le Premier ministre aussi. Alors c'est toujours agréable quand on est content les deux. Deuxièmement, nous avons parlé de questions de formation, surtout l'importance de la formation, surtout la formation professionnelle pour offrir un avenir aux jeunes. Parce que celui qui n'a pas de formation n'a pas d'avenir. Et je crois que c'est la clé de l'avenir de tous les pays, du Burkina comme de la Suisse. Nous avons aussi été contents du règlement de certains problèmes. Par exemple, la remise de visa sera de nouveau possible pour les citoyens burkinabés au Burkina. Ils n'auront plus besoin pour la Suisse, n'auront plus besoin d'aller à Abidjan. Nous allons travailler avec la représentation belge à partir du début du mois de juin. Donc ça va faciliter la vie de beaucoup de vos compatriotes. Le gouvernement suisse vient d'approuver aussi un projet d'aide budgétaire de 8 millions. Donc ça fait 8 millions de francs suisses, ça fait 4 milliards de francs CFA par année pendant 4 ans. Donc de l'aide budgétaire un travail avec le gouvernement de Burkina Faso. Donc vous voyez, il y a eu énormément de choses, la discussion était très intense. Voilà donc pour cette audience du secrétaire d'État suisse aux Affaires étrangères qui a été reçue par le Premier ministre cet après-midi. C'est donc à l'unanimité des 114 votants que l'Assemblée nationale a adopté hier le projet de loi portant réglementation de la radiodiffusion sonore et télévisuelle numérique du terre au Burkina Faso. C'est un pas important qui a été franchi par le Burkina et qui doit permettre d'accélérer le processus de passage à la TNT. L'examen de ce projet de loi a duré plus d'1 heure d'horloge, tant les débats étaient animés, suivant l'ambiance de la plénière, avec Anna-Lucie Kiri. Les députés ont marqué un intérêt tout particulier en examinant le projet de loi portant réglementation de la radiodiffusion sonore et télévisuelle numérique de terre au Burkina Faso. C'est à l'issue des échanges avec le ministre en charge de la communication et porte-parole du gouvernement qui leur ont permis de mieux cerner le contenu de ce texte de loi que les 114 votants l'ont adopté à l'unanimité. Notons que 9 pays africains, dont le Ghana et le Nigeria, dans la sous-région, ont déjà lancé la TNT, la télévision numérique de terre. La télévision numérique a beaucoup d'avantages. Les avantages, c'est surtout la qualité liée à l'image, la qualité liée au son, la qualité liée même aux services, à tous les services. Les avantages des technologies numériques et la couverture télévisuelle de tous les territoires nationaux sont des questions essentielles qui ont aussi retenu l'attention des députés de la majorité et de l'opposition. Il y a toutes les périphéries, c'est-à-dire les territoires qui sont frontaliers avec d'autres pays. Je prends par exemple le cas de la région des Cascades et même des hauts bassins, c'est-à-dire par le Kénédougou. Les populations qui touchent le Mali, celles qui touchent la Côte d'Ivoire, ne sont pas du tout couvertes par les émissions nationales. Le ministre de la Communication a salué l'adoption par la représentation nationale du projet de loi. Alain-Edouard Kaoré a poursuivi en se prononçant sur les mesures d'accompagnement que le gouvernement prévoit dans le cadre du basculement du numérique, dont la date butoir, selon l'accord de Genève, est prévue pour le 17 juin 2015. À partir de cette date, toutes les chaînes de télévision en mode analogique ne pourront plus émettre. Je dirais aux opérateurs privés, aux consommateurs, aux citoyens que toutes les mesures sont envisagées pour un accompagnement et envie de leur permettre de bien s'adapter à cette nouvelle configuration technologique.
Le projet de loi portant réglementation de la radiodiffusion sonore et télévisuelle numérique de terre au Burkina Faso comprend 8 chapitres et une trentaine d'articles concernant notamment les conditions générales d'exploitation et de diffusion des services de communication audiovisuelle. Autre point de l'actualité, le centre de référence de l'Organisation mondiale du commerce pour le gouvernement burkinabé renaît de ses cendres. Grâce à l'OMC, le Burkina Faso a acquis du matériel informatique pour relancer les activités du centre. Les utilisateurs de ces équipements bénéficient dans la foulée d'une formation qui devrait leur permettre d'accéder aux informations du système commercial multilatéral administré par l'OMC. Maïmouna Traoré a suivi pour nous l'ouverture des portes de ce centre ce matin. C'est un nouveau départ pour le centre de référence de l'Organisation mondiale du commerce pour le gouvernement burkinabé. En 1997, le centre n'a pas pu fonctionner pour des problèmes de divers ordres. Avec ce matériel informatique offert par l'OMC, le centre ouvre à nouveau ses portes au public burkinabé. Les utilisateurs pourront accéder aux informations disponibles sur le système commercial multilatéral administré par l'OMC. Tous nos stagiaires, le monde académique, la société civile pourraient donc profiter de ce centre-là pour faire d'abord les formations en ligne. Nous serons en mesure d'échanger avec nos représentants à Genève sur les différentes questions qui ont trait justement aux négociations commerciales et multilatérales. Cette cérémonie de lancement du centre de référence de l'Organisation mondiale du commerce pour le Burkina est suivie d'une formation sur l'utilisation de ces centres. L'objectif de la formation sera véritablement de revenir et de démontrer comment on peut accéder à toutes ces informations sans être à Genève, mais en étant directement ici au centre de référence à Ouagadougou. Situé au ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le centre de référence de l'OMC pour le Burkina est ouvert les jours ouvrables et l'offre de services est gratuite. La communauté internationale consacre le 29 mai au casque bleu de l'ONU. Une journée placée cette année sous le signe de l'adaptation aux nouvelles réalités. La journée au Burkina Faso a été marquée par des échanges entre les experts de la défense et des affaires étrangères et les hommes de médias pour mieux connaître cette force des Nations Unies et ses missions. Moumouni Soubega. Ils sont 111 113. Le nombre de casques bleus a servi dans 15 opérations de maintien de la paix dans le monde. Depuis 1948, date de création du corps, 3096 ont trouvé la mort, dont 111 en 2012. La date du 29 mai est retenue pour les rendre hommage et cette année, le thème porte sur les nouvelles réalités des conflits. La nature des conflits a beaucoup évolué. C'est-à-dire donc que les opérations de maintien de la paix devraient prendre en compte ces nouvelles contraintes et voir en fait en termes d'approche et en termes d'outils comment pouvoir prendre en compte la complexité nouvelle des conflits. Sur les 116 pays pourvoyeurs en tout, le Burkina Faso occupe le 21e rang. Actuellement, plus de 1000 Burkinabés interviennent dans des théâtres de conflits pour le maintien de la paix. Un peu partout dans le continent et même ailleurs dans le monde, le Burkina Faso participe à ces missions de maintien de la paix. Cette journée donne l'occasion d'avoir une pensée pieuse pour les personnels qui sont tombés sur les champs de bataille. À travers cette participation du Burkina aux missions de maintien de la paix, il y a le fait que nous respectons un certain nombre d'engagements pris par nos autorités, mais il y a aussi que l'image reconnue par les autorités, que ce soit des Nations Unies que des autres organismes internationaux, régionaux ou sous-régionaux. À cette journée internationale des casques bleus de l'ONU, 103 soldats décédés en 2012 seront décorés à New York à titre posthume. Parmi eux, 3 Burkinabés, le commandant Bassana Batchédé de la MONUSCO et les soldats Ahmed Ouedraogo et Yannet Nabi de la MINUAD. Et malgré les efforts de ces forces, donc, les personnes handicapées sont très souvent oubliées sur le terrain des catastrophes, des crises humanitaires. Comment prendre en compte les personnes handicapées en cas d'urgence? L'Organisation internationale chrétienne essaie d'apporter une réponse à travers la formation des acteurs. Oumoussissé Nyarkiteda.
Les acteurs intervenant sur le terrain lors des catastrophes humanitaires veulent renforcer leurs capacités dans la prévention et la gestion de ces catastrophes. Au cours de cette rencontre, ils vont discuter sur la prise en charge inclusive des personnes handicapées en cas de catastrophe et de crise humanitaire. L'atelier a pour but de renforcer les capacités des acteurs humanitaires du Burkina, de plaider pour une prise en compte des personnes handicapées dans les réponses humanitaires qui se passent dans le pays. Nous avons pour espoir que les participants soient renforcés, sensibilisés et qu'ils mettent en œuvre dans leurs interventions la prise en compte des personnes handicapées. Nous souhaitons aussi recueillir de façon spécifique leurs besoins en outils, en accompagnement technique pour que la prise en compte des personnes handicapées devienne une réalité dans nos réponses humanitaires. Initiée par l'Organisation internationale chrétienne de développement CBM, cette rencontre va permettre de planifier et de mettre en œuvre des réponses humanitaires inclusives. CBM a pour rôle de plaider pour et avec les personnes en situation de handicap affectés par des situations d'urgence. Il ne se passe plus un seul jour sans qu'un acte d'incivisme ne soit relevé au Faso. Une montée en puissance de ce fléau qui fait couler encre et salive et qui inquiète les autorités et la société civile. Le Forum national sur le civisme va ouvrir le débat autour de ce phénomène qui gagne du terrain au pays des hommes intègres. Mais en attendant, voici un constat que Nyarki Teda nous propose sur l'incivisme dans ce dossier. De cet incivisme-là nous inquiète tous. C'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui nous préoccupe. Elle est d'autant plus préoccupante car il ne se passe pas un seul jour sans qu'on observe des cas graves d'incivisme à travers le pays. Blocage des voies, non-respect des règles de la circulation, incendie volontaire des biens publics ou privés, ou encore le spectacle de ce genre qui s'est déroulé dans la capitale burkinabé au cours de ce mois de mai. Le constat est tout simplement alarmant. L'incivisme monte en puissance. Évidemment, l'on ne pourrait justifier cette montée d'incivisme. La situation n'est pas du tout satisfaisante aujourd'hui. Du nord au sud et d'est à l'ouest, ce sont les mêmes épisodes. Au sein des établissements scolaires, le phénomène semble être très criard. Et que dire des policiers positionnés au niveau des différents feux de stop et parfois nargués par les usagers de la route. Le pays des hommes intègres a mal à son civisme et les facteurs favorisant la montée de l'incivisme sont multiples. Certains citoyens se rendent justice eux-mêmes. Au lieu de porter leurs questions auprès de l'appareil judiciaire, il y a également quelques actes que je vais qualifier d'insouciance ou d'inconscience posés par certains citoyens. Il y a que ces actes peuvent se résumer en de la frustration ou encore une sensation de la non-effectivité des droits humains. L'incivisme pourrait être la résultante ou la conséquence, je dis bien pourrait être la résultante, la conséquence de l'impunité par moment et aussi un problème d'éducation à la base. Avec la dépravation des mœurs, l'on note un changement négatif de comportement et il va falloir également changer de fusil d'épaule pour atténuer la montée de l'incivisme. Si on arrivait à revoir véritablement la façon dont les crises, les doléances sont gérées, et comment les attentes des populations, les attentes réelles des populations pourraient être réalisées effectivement par les plus hautes autorités, je pense quand même que ça allait permettre d'atténuer un peu. La société civile propose également de lutter contre la corruption et œuvrer pour une justice équitable au Burkina Faso. Selon elle, l'incivisme peut être source de l'instabilité d'un pays. C'est pourquoi l'empereur des Mossé pense qu'il faut barrer la route à ces fléaux en l'attaquant depuis la base par une éducation familiale. Il demande aux parents de faire en sorte que dans la journée, ils trouvent un temps pour éduquer, pour parler, pour échanger avec leurs enfants, afin que le monde soit au Burkina Faso comme nous le souhaitons. Sans éducation à la base, dans le foyer, dans la cellule nucléaire, nous ne pouvons pas nous attendre à une société où il n'y a pas de casse,
où il n'y a pas de difficulté. Car Sa Majesté dit toujours et continue de le dire dans une philosophie prospective que l'éducation n'est point à l'école, ni dans le clergé, ni dans les mosquées. L'éducation, c'est d'abord le foyer. Dans l'immédiat, le gouvernement jette son dévolu sur un forum qui s'ouvre demain même à Ouagadougou. Nous sommes tous responsables au sein de la famille, au sein des administrations, au sein de la société, au sein de nos associations, au sein de toutes cellules qui composent cette société. Nous sommes tous interpellés aujourd'hui à travailler en synergie. Et pour travailler en synergie, il est nécessaire de s'asseoir, d'échanger, de discuter et de voir comment travailler de telle sorte qu'on puisse aboutir à des résultats satisfaisants. Donc ce n'est pas un forum pour un forum, mais c'est un forum sur lequel nous comptons beaucoup. Le forum va réunir près de 400 participants venus des 13 régions du pays et issus de toutes les sensibilités. Ils vont réfléchir sur le thème « Quelle synergie d'action pour une culture de citoyenneté responsable au Burkina Faso ?» Angers, trouver les voies et moyens qui vont concourir à une prise de conscience collective pour préserver la paix et les biens déjà acquis, mais malheureusement souvent attaqués à tort. Et si ce n'est pas de l'incivisme, on n'en est pas loin. Il est de plus en plus difficile de trouver un espace libre à Ouagadougou. Les bars, restaurants, buvettes et autres activités assimilées poussent comme des champignons et font fi de la réglementation en vigueur. Le maire marin Ilboudou Kazmi veut mettre de l'ordre dans tout cela. Il a rencontré les acteurs du domaine pour en parler. Jacques Lamissa à Tarpaga a suivi cette rencontre entre le maire Kazmi marin Ilboudou et les tenanciers des buvettes. La méthode Marin est en marche, discuter, sensibiliser avant d'agir. Le maire de Ouagadougou a donné le ton ce mardi après-midi à la Maison du Peuple. Une rencontre d'échange avec les tenanciers des débits de boissons et restaurants. Objectif, rappeler les règles de création et de gestion de ces maquis, bars, buvettes, caves et restaurants. Mais déjà, de nombreuses mesures seront prises. Il s'agit du respect de la réglementation, notamment les horaires d'ouverture. Il s'agit également de la non-employabilité des enfants mineurs, de leur fréquentation des débits de boissons, également du respect des textes en matière de vente de liqueurs selon la catégorie des licences. Il y a également les stationnements anarchiques que nous constatons dans les 6 mètres, dans les pistes cyclables et dans le domaine public. Un certain nombre de dispositions qui constituent en tout cas des violations de la réglementation. Donc 1 mois pour nous observer et à l'issue du mois, nous allons passer à la phase coercitive. Les gérants de maquis, des caves et des restaurants ont invoqué les difficultés pour avoir une autorisation, le comportement des agents de contrôle et la pression fiscale. Une rencontre tout de même appréciée par les participants. Les échanges avec le maire, ça a été très bien parce que moi je ne savais pas que à côté des écoles, on ne devait pas mettre des maquis. Il faut 400 mètres. Or, ce qui m'inquiète, c'est qu'à côté de chez moi, il y a une école. Et sur le terrain de l'école, il y a au moins 6 maquis. Et aux alentours, si on compte le tout, ça fait 14 maquis. Après les tenanciers de débits de boissons et des restaurants, Kazmi Marin Ilboudou va déployer la même méthode avec les occupants du domaine public, les transporteurs et les doulotières de Ouagadougou. Voilà un outil qui doit aider les municipalités dans la gestion et l'urbanisation des communes. Le manuel de gestion urbaine a été validé à Ouagadougou. C'est un guide de référence en matière d'urbanisme au Burkina Faso. Nathalie Savatougou. Promouvoir la bonne gouvernance urbaine à travers une gestion urbaine efficiente, c'est l'objectif que s'est fixé le ministère en charge de l'habitat et de l'urbanisme. Il a initié un projet d'élaboration d'un manuel de gestion urbaine au Burkina Faso afin de doter les gestionnaires des villes de connaissances sur l'urbanisation et la gestion de la ville. La rencontre de ce 28 mai vise à valider le manuel de gestion urbaine. Les problématiques liées donc au développement urbain et à la décentralisation sont assez complexes et nous jouons un rôle assez important à ce niveau. Et nous avions voulu, sur la base donc d'un certain nombre de définitions que nous avions arrêtées, procéder à l'élaboration de ce manuel.
Et pour réussir sa mission, le ministère a souhaité l'accompagnement de la coopération française. Le ministre souhaitant valider et développer ces sujets de développement urbain a souhaité que la coopération française puisse étudier un accompagnement en la matière. Étant donné que cela effectivement correspond à des priorités essentielles pour le développement du Burkina Faso, je cite régulièrement l'évolution de la ville de Ouagadougou, plus 100 000 habitants par an. Eh bien, à partir du moment où nous avions la possibilité de répondre favorablement à cette demande de partenariat, nous nous sommes empressés de le faire. Le manuel reprend de façon simple la définition de la planification urbaine, les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols, bref, tout ce qui concerne l'urbanisation. Il sera d'un apport très important pour les acteurs communaux dans leur prise de décision. L'administration burkinabé poursuit sa quête de modernisation intégrale. On parle désormais d'un guichet virtuel unique de l'administration publique. Sa mise en œuvre apportera une réponse de plus dans la gestion interne et externe du secteur public. Pour l'heure, c'est sa faisabilité que l'on interrogeait à Ouagadougou, Yolande Lompo. Révolutionner l'ensemble des attentes des usagers de la fonction publique, cela sera désormais possible grâce à la mise en place d'un guichet unique virtuel de l'administration publique. Les premières expériences vont démarrer cette année ou l'année prochaine et concerneront probablement certains services du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale pour s'étendre de façon progressive aux autres ministères. Le présent atelier vise à valider l'étude de faisabilité de ce guichet virtuel. Un projet électronique dont l'objectif principal est de transformer de façon qualitative le travail fourni par l'administration. Avec l'avènement de ce guichet, on n'aura plus besoin de se déplacer physiquement et de rencontrer les personnes en charge de ces services. Il est à noter que ce projet va se développer en même temps que les services informatiques, car le gouvernement a entrepris de développer les services informatiques sur l'ensemble du territoire national grâce à la fibre optique, même dans les zones les plus reculées. Chaque citoyen, où qu'il soit, dès lors qu'il peut accéder à Internet, pourra, en accédant à l'adresse électronique concernée, pouvoir utiliser pratiquement tous les services. Donc le fonctionnement sera vraiment des plus simples. C'est comme si on naviguait sur Internet. On peut alors accéder à tous les services. Cette dématérialisation de l'action administrative ne va pas empêcher l'utilisation de la paperasserie. Bien au contraire, il y aura un double système. Et pour la mise en place de ce guichet, la Banque mondiale et Microsoft accompagnent le ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. Au ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement, on évalue les performances des projets et programmes du département. 26 projets et programmes sont concernés par cette revue. Ernest Kambiri. Au ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement, 26 projets et programmes en cours d'exécution sont concernés par cette revue sectorielle. Et sur ce portefeuille de projets et programmes répertoriés, 19 seront évalués sur la base d'une batterie d'indicateurs de performance liés à l'efficacité et à la bonne gouvernance. L'attente, c'est que les cadres qui sont réunis ce matin passent effectivement en revue l'ensemble des projets et programmes du département. Et que de manière critique, ils fassent un bilan critique de ces projets et programmes pour vraiment permettre au département ministériel de tirer des leçons et des enseignements pour savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Quelles sont les raisons fondamentales? Ces raisons, d'où elles proviennent? Et viennent-elles du département en charge de l'eau, l'assainissement, ou viennent-elles de partenaires techniques ou d'acteurs? Il faut tous situer la responsabilité. Et lorsqu'on situe la responsabilité, on doit savoir qu'est-ce qu'on doit prendre comme mesure pour remédier à cela. Un. Deuxièmement, s'il y a des projets et programmes qui ont réussi, qui sont des success stories comme on dit, il faut donc se poser la question pourquoi elles ont réussi cette situation. Pourquoi ces projets et programmes ont réussi? Quelles leçons on peut en tirer pour que les autres en profitent? Si aucun projet et programme du ministère n'est classé au rouge, 12 par contre sont classés à l'orange et les présentes assises permettront aux membres de l'Assemblée sectorielle de prendre des décisions et mesures fortes afin de les dynamiser pour qu'ils passent au vert.
Justement, dans le domaine des aménagements hydrauliques, beaucoup reste à faire. Le chef du département en charge de l'eau, des aménagements hydrauliques était au chevet du barrage Oumarou Kanazoé dans le Passoré. L'infrastructure hydraulique se porte mal et Mamounata Belem est allé s'enquérir de l'état de santé de cet important outil de développement pour la région du Nord. Ali Doubadini Abdelaziz Yagibou. Situé à environ 25 km de Yako sur la rivière Nakambe, le barrage de Toessé appelé barrage Oumarou Kanazoé bat de l'aile. Le plan d'eau envahi par une plante appelée Typha australis, la digue dans un état de dégradation avancé, les garde-fous de protection abîmés, le déversoir endommagé, l'infrastructure hydraulique vieille d'une vingtaine d'années a besoin d'une thérapie efficace. Nous avons vu une installation de Esakan Mining qui pompe l'eau pour aller jusqu'au niveau du site Orifel. Avec ce constat, nous allons les approcher pour mieux comprendre s'il y a une convention entre le ministère et PE. Et en tout cas, les solliciter, puisqu'il semble que c'est un de leurs camions qui a détérioré le garde-fou. Nous allons les approcher pour voir dans quelle mesure ils pourraient contribuer à la réhabilitation de cet ouvrage-là. Avec la saison pluvieuse qui annonce ses couleurs, des travaux prioritaires s'imposent afin d'éviter les désagréments liés à la montée des eaux. Nous avons constaté des cas de noyades, au moins 5 noyades d'enfants et d'adultes. C'est le seul passage, parce que de l'autre côté, la voie qui est empruntée en saison sèche ne peut l'être en hivernage. Ce qui fait que tous les véhicules, aussi bien à 2 roues, 4 roues, et même les piétons passent par là pour allier donc Kalsaka au village donc de Douré. L'ouvrage est recensé parmi les barrages prioritaires à réhabiliter. Avec une capacité de stockage d'au moins 103 millions de mètres cubes, il a été retrocédé à l'État en février 2004. Condition de la BID pour le financement d'un projet d'étude d'aménagement de 1000 hectares à l'aval de l'ouvrage. Les directeurs généraux et les coordonnateurs des projets et programmes du ministère de l'Environnement et du Développement durable, eux, sont à l'école du modèle Treehouse ou modèle 21. C'est un modèle de développement basé sur les ressources naturelles avec pour avantage de diminuer les risques environnementaux et de lutter efficacement contre la pauvreté en milieu rural. Nathalie Savadogo. Ce sont des directeurs généraux, des coordonnateurs de projets et programmes du ministère de l'Environnement et du Développement durable qui bénéficient de cette formation sur la mise en œuvre du plan économie verte au Burkina. Ce plan, qui constitue un modèle de développement basé sur les ressources naturelles, vise non seulement à promouvoir les ressources forestières et fauniques, mais aussi à améliorer les conditions de vie des populations dans les zones rurales. Ces formations vont permettre à nos experts de mieux s'approprier la dimension de ce phénomène. Ça va les permettre de pouvoir modéliser, quantifier l'impact que l'investissement peut produire. Nous voulons arriver un jour à pouvoir convaincre les décideurs politiques, les leaders d'opinion, les financiers, nos partenaires au développement, qu'investir dans l'environnement est rentable. Cette formation assurée par les experts de l'Institut du millénaire venus des États-Unis permettra de renforcer les capacités de l'équipe nationale dans la promotion de l'économie verte. Et durant les 3 jours que va se dérouler la formation, les participants devront être mieux outillés pour susciter l'adhésion des populations et des partenaires à ce nouveau plan de développement. Les acteurs du public et du privé invités à apporter leur contribution à l'élaboration de la stratégie nationale d'innovation. Et cela suite à une étude commanditée par le gouvernement burkinabé avec le soutien de la Banque mondiale et l'Institut coréen KAIST. Le rapport devra améliorer le contenu du système national d'innovation en cours. Claudine Bikaba. C'est conscient que pour booster le développement, il faut prendre en compte la recherche et l'innovation que le gouvernement du Burkina Faso a adhéré à la vision d'une analyse assez pointue sur l'élaboration d'un système national d'innovation. Nous avons identifié 3 secteurs prioritaires pour le gouvernement, à savoir la santé, l'agriculture et l'environnement. Ces participants qui n'attendaient que ces cadres d'échange et de concertation ont apporté des contributions édifiantes et pertinentes selon le président du comité d'organisation dans le but d'améliorer le document qui sortira de cet atelier. Les contributions qui sont là répondent véritablement à nos attentes et nous allons les utiliser
pour l'élaboration du document final. Alors, ce document de stratégie va être accompagné par un plan d'action opérationnel. Et à travers ce plan d'action, tous ces acteurs vont se retrouver dans l'identification des activités qui seront menées. Il a été demandé d'apporter du nouveau à ce qui existe à travers les rapports. Et nous trouvons que ce que nous, inventeurs, nous avons mis au point, rentre dans ce cadre-là. Donc ça nous implique directement dans la nouvelle stratégie qui va être mise en place. Ce document, en plus d'être une référence au plan national, aidera les conseils régionaux dans la mise en œuvre du plan d'action qui sortira de ces réflexions. Et le défi du nouveau maire de Surgoubila est de travailler à faire de sa commune rurale un exemple de croissance. Raphaël Palgo en a fait la promesse à ses administrés sortis nombreux le 25 mai dernier pour le soutenir dans ses nouvelles missions. Yolande Lompo. Le voilà à présent maire de la commune rurale de Surgoubila après avoir été conseiller municipal sous Daniel Kaboré, le maire sortant. Raphaël Palgo est désormais à la tête d'un conseil municipal fort d'une quarantaine de membres issus du CDP, de l'UPC, de l'UNUR-PS et de l'UPD. Et 4 grands chantiers attendent la nouvelle équipe qui est à présent au pied du mur. Il s'agit de la santé, de l'approvisionnement en eau potable, des infrastructures routières et de l'éducation. Nous avons 6 espèces pour 38 040 habitants. Vous imaginez, et quand on dit 6 CSPS, vous voyez que Damsi n'est pas au complet. Donc il faudrait normaliser Damsi. Il y a aussi Lao qui, depuis 1997, a son autorisation. Et c'est ce que j'ai dit, ça se résume à un CSPS et puis un logement. Donc, et il faudrait qu'on travaille à normaliser. Il faut que nous travaillions à ce que la population comprenne qu'actuellement, là, la communalisation, là, chaque citoyen doit travailler à payer ses taxes pour pouvoir développer sa commune. Si on ne le fait pas, nous disons les écoles, dispensaires, routes, qui va venir nous aider? Si vous-même, vous ne commencez pas, commencez et puis on viendra vous aider après. Cette commune rurale est constituée d'environ 40 000 habitants répartis dans 19 villages. Et la nouvelle équipe compte travailler avec toutes les couches socio-professionnelles pour bâtir Surgoubila. La Société des films du Selmon tient ses promesses. Elle a remis une somme de 2 millions de francs CFA à l'association Sauvons le Reste pour la prise en charge des malades mentaux dans le Nord. C'est le fruit de la soirée de bienfaisance organisée à cet effet. Théodore Zoubougassi, Sylvestre Da. Bouba, le danseur au short rouge, est un malade mental. Grâce à l'association Sauvons le Reste, il a retrouvé un tant soit peu la joie de vivre. À l'image de celui-ci, ils sont environ 400 malades mentaux qui bénéficient de l'assistance et de l'accompagnement de l'association dans la région du Nord. Ces actions ont été rendues possibles grâce au soutien d'Apolline Traoré. Elle a initié une soirée caritative le 11 mai dernier à Ouagadougou et plus de 2 millions de francs CFA ont été réunis. À toute personne qui est aussi sensible que moi, de ne pas les abandonner, de toujours les soutenir. Voilà, ça peut être quelque chose de minime. Il ne faut jamais dire qu'une petite contribution est trop petite. Même si une contribution peut donner un repas chaud à un malade une journée, c'est déjà beaucoup. En plus de la somme d'argent, l'association Sauvons le Reste a reçu au profit des malades mentaux des dons en nature offerts par le gouverneur de la région du Nord, par la CAMEG, par la députée Fatou Diendéré et par de nombreuses autres bonnes volontés. Plus d'une tonne de sacs de riz, des vêtements et de l'huile ont été collectés. Le premier remède d'un malade, c'est d'abord son entourage. Et aujourd'hui, je me suis engagé et je resterai en tout cas fidèle à cet engagement pour accompagner Madame Apolline Traoré et pour voir avec l'association Solaire qu'est-ce que nous allons pouvoir faire les jours à venir et pouvoir en tout cas rendre un temps soit peu des malades heureux. Nous allons continuer nuit toujours sur le travail et la confiance que vous nous portez, vous n'allez pas regretter. Ici, nous sommes au domicile d'un des malades mentaux de la région du Nord, au secteur 13 de Waïguya. Ce dernier a vu sa santé progressivement s'améliorer grâce au suivi de l'association Sauvons le Reste. Aujourd'hui, lui aussi bénéficie de cette action de solidarité, fruit de l'accompagnement de la directrice générale des films Selmon, Apolline Traoré. Dans l'actualité africaine, le ministre français des Affaires étrangères est à Gué. Je vous invite à découvrir le nouvel album de l'artiste Idak Bassavé,
Sougri ou Pardon comprend une dizaine de titres et aborde des questions d'actualité relatives à la paix ou à la situation de la femme. C'est Abdul Rasmane Zongo qui nous présente l'œuvre. Voici maintenant 2 ans qu'un projet musical de l'artiste musicienne Idak Bassavé était en gestation. Un projet concrétisé aujourd'hui par la sortie du 5e album baptisé Sougri ou Pardon. C'est un condensé musical de 11 titres, chanté dans 5 langues, à travers les sonorités du terroir et abordant des préoccupations relatives à l'excision, à la femme, au pardon et aux violences de tout genre. Il y a trop de violence, il y a trop de méchanceté, il y a trop de séparation. Et dans Sougri, je demande aux gens, dans ces pays-là qui font les guerres, de se pardonner afin que la paix puisse revenir. Et je demande vraiment au public d'écouter cet album-là, de me soutenir afin que, Idak puisse avancer plus que ça. Cette conférence dédicace a également été cadencée par la prestation de l'artiste elle-même, la présence de Miss Talon et la solidarité remarquée entre artistes. Je suis très heureuse pour Idak. Quand on sait qu'au Burkina Faso, ce n'est pas du tout facile de mobiliser des sponsors pour un album. C'est un album de très belle facture et je suis très heureuse ce soir d'être de la partie. Avec l'album Sougri, Idak Bassavé entend conquérir davantage les mélomanes burkinabés et aller au-delà.